L'histoire de M. Laurent Désiré Kabila, on ne peut pas la situer au 17 mai 1997 ou au 18 octobre 1996 lorsque les troupes de l'AFDL envahissent notre pays. Très bien. Il faut quand même rappeler que M. Laurent Désiré Kabila, vers les années 60, était un jeune engagé dans le mouvement Balubakat. C'est un mouvement à l'époque où les dissensions tribales sont pourtant très prononcées, un mouvement qui combat la sécession katangaise. Très bien. Et comme vous le savez, la sécession katangaise était promue par Moïse Tshombe, qui était katangais lui aussi, au même titre que Mzé. Et donc, à cette époque où on avait dans ces pays des partis qui pouvaient porter dans leur dénomination des noms des tribus, comme à l'image de l'Abako, de Kassavubu, Très bien. voir un jeune à cette époque-là prendre les armes pour soutenir l'unité du pays contre son propre frère de la même province que lui, c'est là, à cette époque-là, faisait déjà d'Emzé un héros. Il a travaillé sous l'égide de M. Sendwe, je crois, Jason Sendwe, je ne sais pas, il y a des gens qui les connaissent parce que son nom n'a pas été suffisamment divulgué, donc il n'a pas eu les retentissements qu'il fallait de son œuvre. Donc c'est sous son égide qu'Emzé Laurent Désiré Kabila va évoluer pour appuyer le gouvernement de Lumumba qui était basé à Kinshasa. Il a pris les armes. Tout le monde sait que dans l'histoire, ce ne sont pas les ce n'est pas le mouvement Balubakat qui a maté la sécession katangaise, parce que c'est une victoire qui est généralement attribuée aux Nations Unies, aux forces des Nations Unies qui sont venues intervenir sur Katanga. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu des efforts considérables fournis par de factions locales qui étaient contre la sécession, et parmi ces factions-là se trouvaient les Balubakat, au sein de laquelle se trouvait M. Laurent Désiré Kabila. Et que donc, c'est après la prise du pouvoir de Mobutu, lorsqu'il se rend compte que son maître, M. Sunde, est assassiné, que M. Laurent Désiré Kabila se sentant en insécurité, va opter pour la voie de la violence en créant son mouvement, le PRP, le Parti de la Révolution Populaire. Il a chassé Mobutu au pouvoir par la rébellion, soutenu par les Rwandais. Après, il a eu le pouvoir en 1997, le 17 mai, lors, entre guillemets, de la libération du Congo. Il a travaillé moins de 5 ans, assassiné, et son fils s'est encore approprié du pouvoir de son père. Est-ce qu'il est ange ou démon de la situation actuelle en République démocratique du Congo? Vous l'avez très très bien compris, nous parlons de Laurent Désiré Kabila, héros entre guillemets, héros. Est-ce qu'il est un vrai héros? Il est ange ou démon? On va un peu débriefer l'histoire dès sa prise du pouvoir jusqu'à aujourd'hui, du terrain tournant, voir comment les choses ont évolué, où nous pouvons placer Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, son fils est condamné pour trahison, haute trahison de la nation, condamné à mort. Il est traité de rebelle. Est-ce que ça vient de son père? Parce qu'on dit tel père et tel fils. Merci et bienvenue. Abonnez-vous à la radio Afro-Diaspora Média sur YouTube, sur toutes nos pages, allais-je dire, réseaux sociaux. Afro-Diaspora Média sur TikTok, Afro-Diaspora Média sur Facebook, Afro-Diaspora Média sur Instagram. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Vous serez notifié quand nous posterons toutes nos vidéos. Les mâles du Congo aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila, un jour démon. C'est la question que j'ai posée ce matin. Auditeur interne, j'ai resté pour vous. Malou Kassaou, il est analyste politique et historien. Moi, je le présente comme ça que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir sur ce plateau. Permettez-moi de faire un petit commentaire sur ma présentation. Allons-y. Je suis afrocentriste et néo-lumumbiste convaincu. Par afrocentrisme, il faut comprendre l'idée que toute civilisation vient de l'Afrique. C'est ce que j'ai toujours considéré, et que l'homme africain n'a pas besoin de ressembler aux autres pour être un humain complet. Donc Adam et Ève étaient africains. Je considère que je parle de l'Égypte antique. Ok. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Quand je parle de la civilisation, je parle de la science, comme on la connaît aujourd'hui. D'ailleurs, si vous suivez bien l'histoire, vous comprendrez qu'Adam et Ève se trouvaient là où se trouve actuellement l'Égypte. Ils étaient africains. Mais l'Égypte est en Afrique. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons voler avec
mal au Kassao aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila, la question qui s'est posée ce matin, avec tout ce qu'il a fait pour la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, si nous parlons de la situation d'insécurité à l'est du pays, la grande partie revient à Laurent Désiré Kabila. C'est Kabila qui nous a mené les Rwandais ici. C'est Kabila qui a signé des accords avec les rebelles, avec le gouvernement ou militaire rwandais pour organiser son pouvoir. Les accords qu'il n'a pas pu respecter, qu'aujourd'hui le président Arthur Félix Tshisekedi essaie un peu de rétablir la vérité, de rétablir l'histoire pour remettre la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, avec tout ce que vous avez comme casquette, est-ce que Laurent Désiré Kabila doit être héros? C'est un enjeu de moi. Merci beaucoup. C'est une question très profonde à laquelle on ne peut pas précipitamment répondre par oui ou non. Très bien, vas-y. Alors, nous allons, au cours de l'émission, essayer de nous baser sur le fait pour voir s'il est réellement un jeu des morts. Mais d'abord, quand je viens sur ce plateau, je ne viens pas en tant qu'analyste indépendant. Je viens en tant que néo-lumumbiste convaincu. Ce qui fait que je ne suis pas astreint au principe d'impartialité. Très bien. Je viens donc me baser sur le fait que j'ai moi-même minutieusement choisi, très bien, qui me permettent, parce qu'en tant que néo-lumumbiste, je considère Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était tangent lumumbiste depuis les années 60, comme le nez des néo-lumumbistes. Très bien. Alors, l'histoire de Mzee Laurent Désiré Kabila, on ne peut pas la situer au 17 mai 1997, ou au 18 octobre 1996 lorsque les troupes de l'AFDL envahissent notre pays. Très bien. Il faut quand même rappeler que Mzee Laurent Désiré Kabila, vers les années 60, était un jeune engagé dans le mouvement Balubakat. C'est un mouvement à l'époque où les dissensions tribales sont pourtant très prononcées, un mouvement qui combat la sécession katangaise. Très bien. Et comme vous le savez, la sécession katangaise était promue par Moïse Tshombe, qui était katangais lui aussi, au même titre que Mzee. Et donc, à cette époque où on avait dans ces pays des partis qui pouvaient porter dans leur dénomination des noms des tribus, comme à l'image de l'Abako, de Kassavubu, très bien, voir un jeune, à cette époque-là, prendre les armes pour soutenir l'unité du pays contre son propre frère de la même province que lui, c'est là, à cette époque-là, faisait déjà de Mzee un héros. Il a travaillé sous l'égide de M. Sendwe, je crois, Jason Sendwe, je ne sais pas, il y a des gens qui les connaissent parce que son nom n'a pas été suffisamment divulgué, donc il n'a pas eu les retentissements qu'il fallait de son œuvre. Donc c'est sous son égide que Mzee Laurent Désiré Kabila va évoluer pour appuyer le gouvernement de Lumumba qui était basé à Kinshasa. Il a pris les armes. Tout le monde sait que dans l'histoire, ce ne sont pas les ce n'est pas le mouvement Balubakat qui a maté la sécession katangaise, parce que c'est une victoire qui est généralement attribuée aux Nations Unies, aux forces des Nations Unies qui sont venues intervenir sur Katanga. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu des efforts considérables fournis par de factions locales qui étaient contre la sécession, et parmi ces factions-là se trouvaient les Balubakat, au sein de laquelle se trouvait Mzee Laurent Désiré Kabila. Et que donc, c'est après la prise du pouvoir de Mobutu, lorsqu'il se rend compte que son maître, M. Sunde, est assassiné, que Mzee Laurent Désiré Kabila, se sentant en insécurité, va opter pour la voie de la violence en créant son mouvement, le PRP, le Parti de la Révolution Populaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il devient un fugitif. C'est lui qu'on peut désigner actuellement par rebelle. Il faut quand même rappeler que lorsqu'il prend les armes, il ne les prend pas dans un objectif personnel. Parce qu'il y a... Ce débat s'avère d'une importance centrale parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se basent sur ce que Mzee Laurent Désiré Kabila a fait pour légitimer ce que ces gens sont en train de faire, c'est que ces mouvements génocidaires de Nanga et ses amis sont en train de faire à Goma. Ils disent il le fait comme Mzee. Mais ce ne sont pas les mêmes motifs, ce ne sont pas les mêmes mobiles. Mzee n'a pas pris les armes pour les carrés miniers, comme nous le savons, vous le savez comme moi. Et donc il a pris les armes à une époque où toutes les voies démocratiques étaient bouchées, où il y avait monopartisme au pays, et que donc il n'y avait pas multipartisme, où les élections portaient sur une seule personne.
Donc, soit vous votez pour Mobutu, soit vous votez pour les désordres. Nous allons évoluer petit à petit. Voilà. À cette époque où Laurent Désiré Kabila a décidé de prendre l'examen, Oui, il y avait un Etienne Tshisekedi dans le pays, oui, opposant très très radical du pouvoir Mobutu. oui, Etienne Tshisekedi pouvait aussi se dire, je peux me créer aussi quelques troupes pour avoir aussi une opposition armée, enfin d'arracher oui, les pouvoirs à Mobutu. oui, Mais lui a préféré mener les choses de manière diplomatique. Contrairement à votre idole, si je comprends selon vos dires, à M. Laurent Désiré Kabila, oui, au prix du pouvoir ou par les désirs du pouvoir, au prix de tout, il a quand même, entre guillemets, traité avec le Rwanda. En dehors de tout ce que vous avancez comme louange, si nous sommes aujourd'hui plongés dans cette guerre à l'est de la RDC, en grande partie, il est l'acteur principal. Comment vous pouvez les traiter des héros en voyant 30 ans, je vous rappelle, 30 ans de combats, de sécessions, de violations, de tueries, de massacres à l'est du pays. Si peut-être Laurent Désiré Kabila n'avait pas traité ces accords ou signé ces accords avec les Rwandais, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Est-ce qu'un ange peut signer des accords qui peuvent mener au massacre? merci. C'est une question. Je m'attendais indubitablement à cette question-là. Il faut rappeler un fait. C'est que lorsque Mzee prend les armes contre les régimes, c'est vers les années 1965. À l'époque, Etienne Tshisekedi fait partie du système. Il est récurremment nommé ministre au sein du gouvernement de Mobutu. Et que donc, dans laquelle il faille justement. Non. Écoutez, il y a... Etienne Tshisekedi n'a pas passé toute sa carrière dans l'opposition. D'ailleurs, lorsqu'on demande à Mobutu s'il considérait Etienne Tshisekedi comme un opposant, il dit de lui qu'il était frustré. Donc c'était un dignitaire du régime de Mobutu, mais en qui Mobutu n'avait plus confiance et que Mobutu a tenu à éloigner de lui, loin de lui. Il l'a envoyé en tant qu'ambassadeur. Et c'est là que Etienne Tshisekedi, selon le dire de Mobutu lui-même, c'est pas moi qui l'ai dit. Et donc, c'est là que Tshisekedi se sent frustré et qu'il s'insurge contre Mobutu. Donc, ce n'est pas pour des raisons purement d'intérêt général. Ça, c'est Mobutu qui l'a dit parce que dans les années 65, Tshisekedi, je ne sais pas, il est ministre il était ministre de l'Intérieur sous le régime de Mobutu. Oui. Alors, on sait tous que le système de Mobutu était un système dictatorial. Et qu'on ne peut pas combattre la dictature en étant dans les systèmes. Donc, dans la vision de Mzee, il a refusé tous ces privilèges-là. Il a refusé de lécher Mobutu pour faire partie de son gouvernement. Il a dit qu'il fallait les combattre et il a combattu du début jusqu'à la fin. Alors, vous avez évoqué une autre question. C'est la question de l'origine du problème de l'Est du pays. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de lire le rapport Mapping. Les rapports Mapping, lorsqu'on évoque la question de l'Est, la question remonte aux années 60 et 70. C'est lorsque le président Mobutu se permet de nommer un Rwandais comme directeur des cabinets. Ce Rwandais-là, c'est Barthélemy Bisengimana, qui est le premier diplômé d'électricité de l'université de Kinshasa, anciennement appelée l'université de Lovanium. Et donc, c'est un garçon très intelligent. Il travaille sur le projet Inga, un projet initié par le pouvoir colonial, mais que Mobutu tente de finaliser. Alors, c'est là que Mobutu les remarque. Il les prend sans demander ses origines et les nomme directeur des cabinets. Lorsqu'il devient directeur des cabinets, il se base sur ce privilège qu'il a déjà de directeur des cabinets à l'époque pour attribuer illégalement. Bon,
c'est quand même illégalement, les terres. Parce qu'à l'époque, à l'Est, il y a des réfugiés rwandais qui fuient les génocides de 1959 et qui sont venus se réfugier chez nous. Donc, à l'époque, ils ne détenaient que la carte des réfugiés. On attendait que la situation s'améliore chez eux pour qu'ils rentrent. Mais lorsque l'un d'eux devient directeur des cabinets du président de la République, celui-là fait en sorte qu'il attribue illégalement des terres appartenant aux aborigènes du Kivu à ces réfugiés-là. Et dans la foulée de ces décisions, le directeur des cabinets Barthélemy Bisengimana influence le président de la République Mobutu à prendre une décision qui est à la base de tout le problème. La décision consiste à attribuer collectivement la nationalité congolaise aux réfugiés rwandais qui étaient à l'Est. C'est là que lorsque nos frères aborigènes du Kivu se sentent lésés dans leurs droits, vont engager une résistance. Ils vont demander aux réfugiés rwandais à qui on venait de donner la nationalité congolaise de rentrer chez eux. Devant ces problèmes, les réfugiés rwandais résistent. Et c'est là que les conflits éclatent. Pour mettre fin au conflit, le président Mobutu essaye d'annuler sa décision. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est que les réfugiés n'ont pas accepté, et ils ont fait appel à des forces extérieures, notamment à l'appui de l'ONU. C'est l'ONU qui les soutiendra dans cet objectif-là, permettez-moi, et donc, qui fera en sorte qu'ils résistent, et que les conflits aussi, parce que les aborigènes ne voulaient pas accepter la soumission, ne voulaient pas laisser leurs terres appartenir à d'autres personnes. C'est dans cette logique-là, combiné à la mauvaise gouvernance de Mobutu, que le 5 juin 1996, ou presque quelques mois, 4 mois avant l'invasion du Congo par l'AFDEL, qu'un document surgit, document analysé par le professeur Metz de la haute école militaire des États-Unis, où on va faire une analyse de ce qui se passe au Congo. On constate d'abord qu'il y a un vide du pouvoir. Et donc, pour ça, il faut tenir à ce que Mobutu s'en aille. Il y a un vide du pouvoir, il y a des groupuscules qui sont à l'Est, donc des groupuscules de rebelles, dont dans la majorité sont constitués de réfugiés, d'anciens réfugiés rwandais qui sont devenus congolais, qui tentent de résister à l'oppression des aborigènes du Kivu et qui accusent Mobutu de vouloir leur retirer la nationalité qu'il leur avait donnée au préalable. Et donc, dans la même idée, c'est le FPR qui arrive au pouvoir au Rwanda et Kagame propose à Bill Clinton qui arrive au pouvoir et qui retire de la même façon sa confiance qu'il avait à Mobutu. Kagame propose qu'il peut porter ces projets-là de chasser Mobutu du pouvoir. Mais pour les chasser, il ne fallait pas qu'ils viennent directement parce qu'il se serait heurté à la résistance de la population. Parce qu'aucun peuple dans ce monde n'est pas accepté qu'il soit libéré par un autre pays qui vient avec des éléments selon lesquels je viens vous libérer, écoutez, je vais vous donner un bon dirigeant. Non. Il faut que ça soit les produits du peuple lui-même. Pour y arriver, il fallait donc chercher des mouvements rebelles qui s'étaient déjà fabriqués sur place. C'est que le Rwanda a fait avec l'FCM23. L'FCM23, exactement. Donc, Kagame lui-même dit, parce que, n'est-ce pas, vous avez déjà suivi les documentaires La chute de Mobutu, Kagame dit dans ces documentaires-là que l'on cherchait un homme de paille. Ça veut dire une fantaisie qu'il fallait mettre à la tête du mouvement, parce qu'à l'époque, Kagame avait des problèmes aussi contre Mobutu. Il l'accuse de vouloir soutenir les rebelles, les Interamwe, des ex-FARC, donc sont d'anciens militaires qui étaient du régime génocidaire Hutu, mais qui avaient fui chez nous. Donc ces militaires n'étaient pas désarmés selon l'argument de Kagame, et Mobutu refusait de les désarmer. Donc pour Kagame, Mobutu soutenait ces rebelles-là dans le but d'aller envahir les Rwandais et de chasser Kagame. Et donc il fallait de toutes les façons que Mobutu s'en aille. Et qu'on envahisse aussi le Congo pour que l'armée rwandaise elle-même neutralise les Interamwe. Ça, ce sont des alibis qu'il a trouvés. Mais sinon, il avait d'autres motifs. Et Kagame a utilisé le Rwanda Kabila.
Non, écoutez, mais je continue. Allons-y. Oui. Alors, Laurent Désiré Kabila n'a pas fondé l'AFDEL. Il a rejoint l'AFDEL. La personne qui présente... Comme Nanga rejoint les M23. Oui, on peut dire. Mhm. Donc, la personne qui a présenté M. Laurent Désiré Kabila à Kagame, c'est Museveni, de l'Ouganda. Et donc, lorsque Kagame porte ces projets-là, les projets visent à diviser le pays en 3 contrées. On veut mettre les Kivu sous l'influence du Rwanda et de l'Ouganda. On veut mettre les Katanga sous l'influence de l'Afrique du Sud. Mais pour y arriver, parce que dans l'analyse du professeur Metz, il dit que pour rétablir l'ordre au Congo, il faut les diviser. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut diviser le Congo en 3 parties, mais pour y arriver, il faut d'abord instaurer le fédéralisme. Le fédéralisme, donner plus de pouvoir aux provinces, aux grandes provinces, et ces pouvoirs qui va contribuer à scléroser les limites, à faire en sorte que les grands leaders qui sont ainsi appropriés les provinces deviennent indépendants vis-à-vis du pouvoir central. Ce n'est pas pour rien que les rebelles demandent le fédéralisme. Ce n'est d'ailleurs pas pour la première fois qu'on demande le fédéralisme dans notre pays. On l'a déjà demandé dans l'accord de Lusaka. Et donc, il faut d'abord commencer par le fédéralisme et puis continuer pour diviser les pays. Mais pour diviser les pays, le professeur Metz dit qu'on ne peut pas, le gouvernement américain ne peut pas envoyer ses militaires au Congo parce que ce seront des dépenses inutiles. Parce que lorsque vous venez diviser un pays, il faut aussi installer de nouvelles institutions dans ces pays-là. Et cette charge-là serait au compte du gouvernement américain. Quelle est donc la solution? Il faut laisser les pays africains combattre eux-mêmes. Jusqu'à ce que les Congos, devant l'attaque qu'ils subissent de la part de ses voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda et le Burundi à l'époque, deviennent exsangues, donc sans force, et que les populations sous occupation, qui sont sous occupation se lassent. Par exemple, ce qui se passe à Goma, que les populations disent, bon, nous sommes fatigués, on ne peut pas continuer à soutenir notre régime, on nous tue, et puis ça ne finit pas, bon, on accepte qu'on divise le pays. Et c'est ça l'idée. C'est d'ailleurs, je pense, dans cette idée-là que s'inscrit la mesure de l'embargo qui a été adoptée contre notre pays. C'était pour nous rendre tellement faibles qu'on n'avait plus assez de force pour riposter et que devant cette faiblesse, nos provinces qui sont les Kivu tombent sous l'influence. Continuons avec le Rwanda Désiré Kabila. Du Rwanda et de l'Ouganda, oui. Alors, le projet est conçu aux États-Unis et porté par Kagame. À l'époque, Kagame a déjà contacté beaucoup de groupuscules de nos frères Tutsis qui ont déjà la nationalité congolaise. Alors, comme il est reproché aux Tutsis qu'ils ont des acquaintances avec des Rwandais, on cherche un homme d'une autre tribu pour le mettre à la tête du mouvement. Et la seule personne n'était pas seulement Mzee. Il y avait beaucoup de gens. Ça veut dire que même au cas où ils n'auraient pas trouvé Mzee, Laurent Désiré Kabila, ils auraient au moins accompli leur mission parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui s'opposaient au régime de Mobutu. Mais malheureusement, c'était tombé sur Mosée, comme la Bible dit, malheur à soi, c'est lui qui a vendu Christ. Non, mais écoutez, d'ailleurs, c'est une chance pour notre pays qui soit tombé sur Mzee. De tout ce que vous venez de raconter, c'est quoi la différence entre Mosée et Nanga aujourd'hui? Parce que les faits sont similaires. Les Rwandais utilisent toujours sa même stratégie. Aujourd'hui, pour des mêmes raisons, il a utilisé Corneille Nanga. Et tous les Congolais aujourd'hui sont d'accord que Corneille Nanga mérite même la condamnation. La première différence entre Nanga et Kabila, c'est d'abord les contextes. Kabila prend les armes parce qu'il n'y avait pas un autre moyen d'accéder au pouvoir. Nanga aussi de même. Nanga prend les armes quelques jours avant les élections, après les élections. Mm-hmm. Avant les élections. Avant les élections. Et donc, en tant que citoyen congolais qui veut diriger le pays, vous postulez. Toutes les portes étaient ouvertes et la CENI. Pourquoi il n'a pas déposé la candidature? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que Nanga prend les armes pour des raisons qui sont floues. À l'époque où nous savons tous que Mobutu était corrompu, foncièrement corrompu, et qu'il était un dictateur.
il était dans une certaine mesure légitime que face à la violence, au sentiment de violence et de répression qu'éprouvaient les citoyens vis-à-vis de Mobutu, il soit légitime de prendre les armes. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il y avait l'accord de Pretoria à l'époque, qui réunissait d'ailleurs Mobutu, Laurent-Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi. Oui. Les pays étaient dans la marche de voir comment Mobutu pouvait organiser les élections et quitter le pays de manière démocratique. Etienne Tshisekedi en a cru. Il travaillait pour ça. Parce qu'à l'époque, déjà, il avait son parti politique. L'MP n'était plus le seul parti politique. On voyait quand même que Mobutu cédait à certains points et arriverait au moins à organiser les élections. Pourquoi Laurent-Désiré Kabila n'a pas reçu cru dans cette démarche? Lorsque le président Mandela de l'Afrique du Sud, sur le bateau, essaie de réconcilier M. Laurent-Désiré Kabila et Mobutu, et que sa demande consistait à proposer à Mobutu de s'en aller, de laisser le pouvoir à M. Laurent-Désiré Kabila, Mobutu a refusé. Pourquoi laisser M. Laurent-Désiré Kabila? Au moins laisser un de ses Congolais. Pourquoi M. Laurent-Désiré Kabila voulait toujours avoir le pouvoir? Ça pourrait être un Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Il veut toujours avoir le pouvoir. Ça pourrait peut-être être Martin Fayulu. Exactement. C'est qu'il faut situer le fait dans les contextes. C'est qu'à l'époque, c'est M. Laurent-Désiré Kabila qui a déjà avancé sur Kisangani et qui a une grande partie du pays. Comprenez? Et donc, Etienne Tshisekedi était aussi populaire juste avec sa démarche de vouloir demander les élections de manière démocratique. Mais il n'a pas réussi. Il aurait réussi comment quand Laurent-Désiré Kabila venait avec sa démarche de rébellion. Vous ne pensez pas que c'est Laurent-Désiré Kabila qui nous a un peu renfermés dans cette logique de rébellion aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai raconté toute l'histoire de comment on a créé l'AFDEL? Allons-y. C'est dans l'idée de vous faire comprendre que même sans M. Laurent-Désiré Kabila, les Congos seraient envahis parce que c'était un projet décidé à Washington. C'est un projet décidé par Bill Clinton qu'il fallait renverser Mobutu après la résistance montrée à la mise en œuvre de réformes issues de la Conférence nationale souveraine. Il a jugé bon de chasser Mobutu par les armes. Et que le choix, quand Bill Clinton concevait ce projet-là, il ne connaissait pas M. Laurent-Désiré Kabila. Il ne le connaissait pas. Mais il savait quand même qu'il existait des mouvements, de personnes qui accepteraient. Et que donc, comme l'a dit Kagame lui-même, c'est un accident de l'histoire. Quand Kagame lui-même dit que les choix que nous avons portés sur Mzee, c'est un accident de l'histoire. Notre premier ennemi qui dit ça, c'est un accident de l'histoire. Et Museveni qui dit qu'on voulait que les Congolais aient un dirigeant facile, on ne voulait pas un dirigeant comme Mzee. Ça veut dire que si on avait un dirigeant moins facile que Mzee, les pays seraient divisés. Très bien, nous évoluons du terrain internaute. Il y a des thématiques d'histoire qu'il faut se poser des questions. Je crois que vous allez nous suivre sur nos différentes plateformes réseaux sociaux et je vous appelle à vous abonner. Aujourd'hui, M. Laurent-Désiré Kabila est considéré comme héros national par son fils. D'ailleurs, c'est son fils qui a entrepris la démarche et il est aujourd'hui héros national. 30 ans après, à l'Est, nos compatriotes souffrent. Ils sont massacrés. Les filles sont violées. Nos mamans, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, Nang, qui est entre guillemets comme un musée, un pion du Rwanda, soutenu par les Occidentaux, continue, je dirais même, l'appel de ce qui faisait peut-être un musée. Maluka Sao. Vous dites qu'un musée, avec ou sans musée, les projets auraient arrivé peut-être à son bout, à son terme. Exactement. Aujourd'hui aussi, nous pouvons aussi le dire. Avec ou sans Nanga, le Rwanda peut-être pouvait aussi terminer sa démarche, mais ce n'est peut-être pas le cas. Parce que celle-ci connaît les circonstances. Vous ne pensez pas que Moussé aussi avait cédé par son vouloir ou par son désir d'avoir le pouvoir? C'est ce que fait beaucoup de Congolais aujourd'hui, trahir le Congo pour avoir le pouvoir.
C'est Kafenang. C'est là où se situe la plus grande différence. Allons-y. C'est que pour les grands hommes, Mhm, les pouvoirs est un instrument. Alors que pour les hommes moyens, mhm. le pouvoir est un but, est une fin. Lorsqu'un grand homme veut le pouvoir, il le veut parce qu'il a quelque chose de grand à faire pour son peuple. Mais lorsqu'un petit homme ou un homme moyen veut le pouvoir, il le veut pour sa propre gloire. Très bien. Une parenthèse et vous allez continuer. Oui. Entre Laurent Désiré Kabila et Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, chez qui le pouvoir est un moyen et une fin? C'est une question, c'est un piège. Non, non, même pas. Pourquoi vous pirez? Alors, je vais dire juste vos mots. Oui, j'essaie de répondre. Mhm. Vous êtes franc, soyez franc avec le Congolais. Exactement. Mhm. Je dois être franc avec les Congolais. Il faut... les pouvoirs, on l'évalue sur base du bilan. Pour savoir si vraiment ça a été un moyen ou une fin. Parce que lorsque le pouvoir est une fin, vous l'utilisez à votre propre avantage. Et vous connaissez les bilans de cet de Félix Tshisekedi. Nous connaissons les bilans. Et d'ailleurs, moi, sur bien des points, j'ai toujours vu qu'il existe une certaine similarité entre la personnalité d'Mzé et la personnalité de Félix Tshisekedi. C'est-à-dire? Ce que je vais dire, dans la lutte que mène le président Félix aujourd'hui, il a sur certains points, par exemple, sa manière de se poste qu'on a fait il y a eu 18 ans, où on était sous embargo. Et le président Kabila n'a jamais évoqué cette question-là. Pourtant, il dit qu'il est patriote. Il ne l'a jamais évoqué. On était sous embargo, on n'avait pas la permission de payer les armes. C'est lorsque le président Félix vient qu'il révèle qu'il existait l'embargo, qu'il l'a enlevé, qu'il a commencé à payer les armes pour renforcer notre armée, bien entendu, et qu'il s'est ouvertement opposé au Rwanda. C'est vrai qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y avait certains discours dans lesquels le président Kabila essaie de s'opposer au régime rwandais, mais ça ne s'est jamais fait de manière aussi ostensible qu'aujourd'hui. Par là, vous voulez dire quoi par la question? Mouzé aussi, Mhm. à son époque, lorsqu'il a divorcé avec le Rwanda, il s'est ostensiblement opposé au Rwanda. À la seule différence que lui, c'est plus basé sur la voie de la violence, donc l'emploi de la guerre, alors que le président Félix a combiné la diplomatie, les grandes qualités diplomatiques qu'on lui attribue, et la guerre aussi. Vous comprenez? Sur ce plan-là, ce sont des nationalistes qui voulaient... C'était pour répondre à ma question. Oui. Vous... Tous deux Mhm. voulaient mettre fin à la guerre. Mais si vous voulez savoir entre les deux, Mhm. de qui de deux utilise le pouvoir comme un moyen, Mhm. bon, moi je vous ai dit que je suis un néo-lumumbiste et que je Mhm. considère M. Laurent Désiré Kabila comme mon aîné Mhm. dans le lumumbisme, mais je considère qu'il est le meilleur président que le Congo n'a jamais connu. Et que donc, sur ce plan, je ne vais pas les comparer au président Félix. Ça, c'est mon opinion. Vous pensez que Joseph Kabila, fils de M. Laurent Désiré Kabila, n'a pas pu incarner la vision de son père? Exactement, parce que son père refusait le mixage, pour commencer. C'était ça le plus grand problème qu'il a eu avec le Rwandais. Mais c'est ce qu'il a fait. Il a eu à nommer, des militaires rwandais, des généraux rwandais. C'est le Rwandais. Il a nommé des généraux rwandais lorsqu'il est arrivé fraîchement au pouvoir. Mais c'est aussi le mixage. Oui, mais écoutez, je vous explique. Allons-y. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a nommé fraîchement les Rwandais. Lui-même dit ceci. Lorsqu'il a demandé aux Rwandais de rentrer chez eux, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qu'il considérait comme des Congolais qui sont aussi partis. Et il leur a dit, mais vous allez où? Vous êtes des Congolais. Ils ont dit, nous partons, vous nous avez chassés. C'est qu'à l'époque, on ne savait pas qui était Congolais et qui ne l'était pas. Lorsqu'il l'a su, là, il a enlevé Kabarebe. Mais combien de généraux rwandais que vous connaissez, après, qui ont intégré notre armée après le mixage, que Joseph Kabila a chassé de l'armée? Combien? Quand Joseph Kabila a eu le pouvoir, il y avait sécession partout, le pays allait être divisé. Oui. Mais lui, un jeune de Veneva, il a pu
unifier le pays. Si c'était son père à la place, vous pensez qu'est-ce qu'il allait faire? Vous pensez que le pays était uni sous Joseph Kabila? Et en 2011, qu'est-ce qu'il y a eu à Goma? Vous pensez que Kabila n'a pas pu unir le pays? C'est ce que je vous demande. Unir le pays, ce n'est pas tout ce qu'on veut. On veut que notre pays soit respecté. On veut qu'avant qu'un voisin nous attaque, il raisonne 10 fois. Il raisonne sur notre capacité militaire. Qu'il sache qu'en attaquant les Congo, à quoi je vais me heurter. Mais est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que notre armée était suffisamment forte pour... Parce que vous dites qu'il l'a réunifié, ce n'était pas c'était par des accords. Des accords parfois humiliants que nous avons conclus avec les Rwandais. C'était une humiliation pour notre pays. Ce n'est pas ça les nationalismes. Les nationalismes, c'est combattre jusqu'à la dernière minute et redonner à son pays sa dignité. Et sous Joseph Kabila, les Congos n'étaient pas dignes. Vous n'allez pas me contredire. Très bien. Est-ce que Laurent Désiré Kabila n'est pas les responsables, ou je peux même dire les pères, du pouvoir par l'examen aujourd'hui en RDC? Le père du pouvoir par les armes aujourd'hui en RDC. D'abord, il faut rappeler que... S'il faut parler d'un père fondateur du pouvoir par l'examen, ne pensez-vous pas que nous allons évoquer Laurent Désiré Kabila? Mobutu a pris le pouvoir par quel canal? C'est par un coup d'État. Ce n'était pas une voie démocratique. Donc vous comparez Mobutu à Laurent Désiré Kabila? Il est pire que Laurent Désiré Kabila parce que c'est lui qui a nommé un Rwandais comme directeur de cabinet et qui est à la base des problèmes de l'Est. Très bien. Auditeurs internautes, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Une émission historique qui renvoie d'ailleurs au présent. 30 ans des massacres à l'Est de la République démocratique du Congo. Kabila fait pire que son père. Comme nous a dit notre cher invité Malo ici présent. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ange ou démon? Par ses explications, nous avons pu comprendre que c'est un ange. Par sa façon de diriger le pays, vous savez que c'est le seul qui n'a pas eu de château en Europe. Il n'a jamais été accusé d'avoir détourné 15 millions. Ce n'est pas peut-être parce qu'il a aussi fait moins d'années que les autres. Il a fait 3 ans et il a créé le service national dans l'agriculture que nous avons, qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, dans moins de 3 ans, pendant que aujourd'hui, ce gouvernement est incapable de sortir 85% de la population de la pauvreté. Et ça, c'est les rapports de la Banque mondiale. Les rapports qui indiquent que la province la plus pauvre, c'est la province du Kasaï central, province considérée comme le bastion de l'île de Pès, et sur laquelle on veut s'appuyer pour changer la constitution. Ce n'est pas la même chose. Oui, vous avez dit que les pouvoirs ou la gestion de Félix Tshisekedi est similaire à celle de Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que nous allons conquérir par tout ce que vous avez évoqué? J'ai dit que sur le plan de la lutte contre l'oppression qui nous est imposée par les régimes génocidaire, le régime aux actions hideuses et exécrables du Rwanda, qui a choisi comme homme de paille Corneille Nangaa. Dans la gestion de cette guerre-là, il existe beaucoup de similarités entre le président Félix et le président Laurent Désiré Kabila. Mais sur le plan de la gouvernance, je pense que le régime actuel que nous avons ne fait pas une bouchée de la capacité reconnue à M. Laurent Désiré Kabila, sur la façon de développer un pays, de diriger un pays, sur la volonté politique de faire sortir son peuple de la misère. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Nous sommes à la fin du terrain. Merci de nous avoir suivis. Merci à Malo pour cette émission tellement enrichissante. Merci. Vos réactions en commentaire. Je crois qu'il y aura une deuxième partie prochainement. Ça se basera aussi vos réactions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à nos pages réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube. Vous aurez l'intégralité de l'émission sur YouTube. Vous nous avez suivis à la radio Afro Diaspora Media de partout dans le monde, dans les 154 pays représentés dans le monde. Merci de faire confiance à cette émission. Exprimez-vous de la radio Afro Diaspora Media. Merci à Rissel derrière les caméras. C'est grâce à lui que nous sommes portés sur vos écrans. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.